Service de traitement de dépendance de l'hôpital communautaire de Cornwall. Vidéo pour les familles. Comme nous le savons tous, la dépendance ne fait pas la distinction entre les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes et les classes sociales. Voici la vidéo éducative pour les familles dont un membre a une dépendance. Tout au long de la vidéo, nous vous inviterons à faire une pause pour réfléchir aux questions posées, car elles vous feront vivre une expérience d'apprentissage plus enrichante. Cette vidéo est également offerte lors des séances des groupes familiaux. Pour plus de renseignements sur l'inscription à ces groupes ou sur d'autres services, veuillez communiquer avec le service de traitement de dépendance au 613-363-6363 ou au 1-844-361-6363. La dépendance est une maladie qui touche toute la famille. Collage de mots. Comment décririez-vous une personne ayant une dépendance à une substance chimique? Appuyez sur la touche pause pour réfléchir à cette question, puis appuyez sur la touche play pour continuer. Obsessive. Prête à tout. Désespérée. Manipulatrice. Malhonnête. Égoïste. Hors de contrôle. Agressive. Irresponsable. Dans le déni. Plein de remords. Dans la prochaine diapo, comment vous décririez-vous votre expérience auprès d'une personne ayant une dépendance à une substance chimique? Appuyez sur la touche pause et réfléchissez à cette question ou décrivez votre expérience en quelques mots. Reprenez le visionnement de la vidéo et comparez les réponses. Facilitateur ou facilitatrice, prêt ou prête à tout, désespéré, en deuil, fin de la relation, impuissant ou impuissante, frustré, confuse, amour ou haine, en colère et inquiète. Pour accepter la situation et vous concentrer sur des mesures saines qui vous permettront d'y faire face, vous devez comprendre qu'il est normal d'éprouver ces sentiments lorsqu'une personne a une dépendance à une substance chimique. La dépendance est une maladie qui a des incidences sur toute la famille. Selon les pratiques exemplaires, le soutien permet d'obtenir des meilleurs résultats. Il faut se pencher à la fois sur les facteurs physiques et sur les facteurs émotionnels de la dépendance pendant le rétablissement. Certaines personnes croient que le traitement est un moyen rapide de guérir. C'est une mythe. Les programmes de traitement et les thérapies en consultation externe ne règlent pas le problème. Il faut consacrer le temps et les efforts nécessaires au rétablissement. Il n'y a pas de remède miracle, mais la dépendance peut être traitée. Il a été démontré que les traitements fonctionnent. Toutefois, il s'agit d'un seul aspect du rétablissement. Dépendance à une substance chimique et abus d'une telle substance. Il y a un éventail d'utilisation. Ce n'est pas de tout ou rien. Voici l'éventail d'utilisation. Aucune utilisation. Utilisation expérimentale, où la personne consomme la substance 2 ou 3 fois. En général, elle peut cesser d'en prendre à ce stade. Utilisation lors d'activités sociales, où la personne consomme rarement la substance ou n'en consomme pas du tout, en dehors des activités sociales. Les conséquences négatives de l'utilisation sont mineures ou inexistantes. Habitude, où la personne planifie sa consommation de la substance. Des habitudes de consommation prennent forme. La personne se procure la substance et la prend seule.
Lorsque la consommation d'alcool ou de drogue est planifiée et systémique, elle devient une habitude. L'abus. L'utilisation de la substance commence à avoir des conséquences négatives et des comportements plus risqués peuvent apparaître. Il se peut que la personne boit plus que prévu, qu'elle s'accoutume de plus en plus à l'alcool et qu'elle doit prendre davantage pour ressentir les mêmes effets. Elle pourrait s'évanouir après avoir bu. Un grand nombre de personnes croient qu'elles doivent consommer d'alcool ou de drogue pour s'amuser. De mauvaises habitudes se sont formées. Certaines personnes rationalisent leur consommation ou la présentent sous un jour séduisant. À ce stade, la personne est très proche d'avoir une dépendance, si ce n'est pas déjà le cas. L'utilisation de la substance commence à produire des changements dans le cerveau, de sorte que la personne ne maîtrise plus les comportements. La substance a des effets de plus en plus marqués sur le cerveau, appelé la science, ce qui peut amener la personne à poursuivre la consommation même si elle sait pertinemment qu'elle devrait la modifier ou y mettre fin. Conséquences négatives. En général, la personne ne remarque pas les changements qui surviennent elle-même, mais d'autres personnes peuvent les remarquer. La dépendance. Où la personne a une dépendance physique à la substance. Elle maîtrise de moins en moins sa consommation d'alcool ou de drogue. Elle continue d'en prendre malgré de nombreuses conséquences négatives. Elle pense à l'alcool ou aux drogues presque tous les jours et fréquente presque exclusivement d'autres personnes qui prennent une substance. À ce stade, elle se sent obligée de prendre de l'alcool ou de la drogue. Sa vie tourne autour de la consommation de la substance chimique. Elle planifie des occasions d'en prendre et a de fortes envies de prendre la substance. Rien dans la vie n'est aussi important que la drogue. La personne ne se soucie plus de ses problèmes. Un grand nombre de personnes de cette situation se livrent à des activités criminelles. La maladie est bien ancrée. Dépendance à une substance chimique. Définition de maladie. Nous avons vu que le rétablissement ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un cheminement. Il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de personnes se sont remises d'une dépendance. Nous allons maintenant examiner ce qui fait la dépendance à une substance chimique une maladie. Une maladie est un trouble de la structure ou du fonctionnement du corps humain. Pour qu'un trouble soit considéré comme une maladie, il faut qu'il touche un organe du corps et cause des symptômes. Le cerveau et le système nerveux contrôlent toutes les fonctions du corps et assurent un équilibre. Chaque partie du cerveau joue un rôle dans le bon fonctionnement du corps. Le mésencéphale et le cortex préfrontal sont les plus touchés par la dépendance à une substance chimique. Commençons par examiner le rôle du mésencéphale. Fonction du mésencéphale et symptômes du cerveau atteints. Mésencéphale. Le mésencéphale sert à assurer notre survie et à nous garder en vie. Il fait fi de la logique pour assurer la survie. Il comprend la mémoire et les systèmes qui contrôlent la récompense et la motivation. Le mésencéphale vous dit de manger quand vous avez faim pour assurer votre survie. C'est un exemple du fonctionnement du système de récompense et motivation. Lorsque vous mangez, le plaisir que vous ressentez est votre récompense. Cela vous motive à recommencer pour rester en vie et survivre. Le cerveau vous dit que vous devez manger pour survivre. C'est ce qu'on appelle la séance, qui est liée à la dopamine, un neurotransmetteur libéré dans le cerveau qui génère des sensations agréables. La dopamine est un des 5 substances chimiques produites par le système nerveux central. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques produites dans le cerveau qui transmettent l'information et les impulsions dans le cerveau et le reste du corps. Le cerveau fait appel aux neurotransmetteurs pour dire au cœur de battre, aux poumons de respirer et à l'estomac de digérer. De plus,
Ils ont un effet sur l'humeur, le sommeil, la concentration et le poids, et ont des effets négatifs s'ils ne sont pas équilibrés. Lorsqu'une personne a une dépendance, le mésencéphale lui laisse croire que l'alcool ou les drogues sont essentielles à la survie. L'assaillance peut se produire lorsque la consommation de substances psychotropes atteint un certain niveau. Il faut effectuer d'autres recherches pour déterminer pourquoi cela se produit et pourquoi les effets varient selon la personne et le niveau de consommation. Anomalie du cerveau, saillance. On estime qu'il y a défaillance d'un organe ou maladie lorsque la saillance se produit dans le mésencéphale, ou, autrement dit, lorsque la drogue est considérée comme essentielle à la survie. Cette anomalie du cerveau fait en sorte que les personnes ayant une dépendance ont beaucoup de mal à mettre fin à leur consommation. Il est particulièrement difficile pour la famille de voir l'être cher maintenir un comportement qui a autant de conséquences négatives. Elle ne comprend pas pourquoi cette personne ne peut tout simplement pas arrêter de prendre la drogue. Lorsqu'il y a abus d'une substance, c'est-à-dire tout juste avant l'étape de la dépendance dans le continuum d'utilisation, cette saillance ne s'est pas encore pleinement manifestée et le cerveau ne considère pas encore la drogue est essentielle à la survie. Nous savons qu'il suffit de peu pour passer de l'abus à la dépendance. Lorsque cette étape est franchie, la saillance devient permanente. Il faut effectuer d'autres recherches dans ce domaine. Nous avons vu les effets de la dépendance sur le cerveau. Quels sont les symptômes? Les symptômes comprennent les suivants. Envie, désir impulsif de prendre de l'alcool ou des drogues et de jouer. Elles peuvent s'accompagner des sensations physiques et de pensées intenses. Perte de contrôle. Le cerveau envoie des puissants messages pour dire à la personne qu'elle doit prendre de l'alcool ou des drogues. Préoccupation croissante. Les effets sont subtils au début. La personne commence par prendre la substance de temps à autre, puis elle abandonne les activités quotidiennes pour prendre la substance et graduellement elle recherche les situations qui l'amèneront à consommer et ne pense qu'à l'alcool ou aux drogues. Cortex préfrontal. Le cortex préfrontal contrôle la capacité de raisonnement. Cette partie du cerveau analyse les causes et les effets et prévoit les résultats. C'est la partie rationnelle du cerveau. Elle permet de reconnaître les liens entre les gestes et les événements, d'une part, et le ou les résultats obtenus, d'autre part. À mesure que l'utilisation de la substance progresse, le cortex préfrontal se désactive et la personne ne reconnaît pas les problèmes ou les conséquences négatives de la consommation d'alcool ou de drogue. Elle a besoin d'un cerveau externe pour l'aider. Les êtres chers doivent jouer le rôle de cette partie du cerveau et rendre la consommation de drogue désagréable. Il faut amener la personne à prendre conscience des conséquences de ses gestes et ne pas lui donner les moyens de la maintenir. Différence entre le cerveau d'un adolescent et celui d'un adulte. La majeure partie du développement du cortex préfrontal a lieu à l'adolescence. Les adolescents ont la difficulté à penser à l'avenir et aux conséquences de leurs gestes, ainsi qu'à trouver une explication logique à leur comportement, qu'il ait une dépendance ou non. L'utilisation de substances à l'adolescence interrompt le développement normal du cortex préfrontal. 90 jours après l'abandon de la substance, le cerveau de l'adolescent retrouve les capacités fonctionnelles qu'il avait avant le début de la consommation. L'adolescent devra développer les compétences de vie qui lui a manqué. Exemple, un adolescent de 16 ans a une dépendance à l'alcool ou aux drogues. Il cesse de prendre ces substances à 22 ans. Lorsque les capacités fonctionnelles du cortex préfrontal se sont rétablies, l'adolescent aura les capacités d'un jeune de 16 ans. Le niveau de maturité n'aura pas augmenté.
La même chose se produit dans le cerveau d'un adulte. Si une personne de 25 ans a une dépendance à une substance et met fin à sa consommation à 40 ans, son niveau de fonctionnement sera celui d'une personne de 25 ans et non d'une personne de 40 ans. La séance du mésencéphale est permanente. Précision que le mésencéphale prend le dessus sur le cortex préfrontal lorsque la survie est menacée. Sevrage. Symptômes courants du sevrage. Les symptômes et la durée du sevrage dépendent de la ou des substances consommées et de la durée de la consommation. On entend par sevrage les problèmes physiques et affectifs causés par une dépendance à une substance qui se manifeste lorsqu'on met fin soudainement à la consommation. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du sevrage, communiquez avec les services de gestion de sevrage de Cornwall au 613-938-8506. Le cerveau se rend compte que la personne n'a pas pris la substance qu'il considère comme essentielle à la survie et essaie de motiver à en prendre. La partie du cerveau qui éprouve l'assaillance tente de prendre le dessus. Rechute. Le déséquilibre de la dopamine et de la sérotonine procure un sentiment de bien-être pendant le rétablissement. Vous vous souviendrez que ces substances chimiques font en sorte qu'on se sent bien. Risque très élevé de rechute. En plus d'être bombardé de messages du cerveau qui l'incitent à prendre de l'alcool ou des drogues, la personne vit une instabilité physique et émotionnelle. La rechute est si fréquente pendant le processus de rétablissement qu'on considère qu'elle en fait partie. Il est important de savoir qu'on peut en tirer des leçons très utiles. Caractéristiques du trouble. C'est progressif. Les effets négatifs sont de plus en plus nombreux et graves. L'utilisation de la substance affecte le travail, les relations, la santé émotionnelle et la santé physique. C'est chronique. La dépendance à une substance chimique ne peut pas être guérie. Science. Mais on peut la maîtriser en modifiant le style de vie. Cela peut être difficile, car il y a un grand nombre d'images, de situations et de messages associés à l'alcool et aux drogues dans la société. La personne doit apprendre à vivre dans un monde où l'alcool et les drogues sont omniprésents. La tolérance. La personne doit accroître la consommation pour s'intoxiquer ou ressentir les effets désirés. En raison des caractéristiques chimiques de leur corps, certaines personnes peuvent consommer de grandes quantités de substances sans en ressentir des effets aussi intenses. Toutefois, elles finiront par s'y accoutumer. Les effets. La personne consomme la substance pour en ressentir les effets. Incapacité de se fixer des limites. Un grand nombre de personnes sont incapables de limiter leur consommation, même si elles souhaitent ardemment de le faire et ont déployé des efforts en ce sens. Facteurs contributifs. Hérédité. Si le père ou la mère a une dépendance, l'enfant est 4 fois plus susceptible d'y être prédisposé. Les antécédents familiaux des troubles de santé mentale accroissent le risque de dépendance concomitante, c'est-à-dire la présence simultanée d'une dépendance et d'un trouble de santé mentale. Expérience enrichante et expérience de vie. Le risque est accru si une autre personne a une dépendance à une substance chimique à la maison. Peur, stress, particulièrement s'il est incessant et que la personne cherche à l'atténuer, douleur et pauvreté. Âge. Si la personne commence à prendre une substance à jeune âge, le risque de dépendance s'accroît, ce qui peut entraîner des changements de longue durée dans le cerveau. Il faut effectuer d'autres recherches dans ce domaine.
Sexe. Il peut s'écouler jusqu'à 20 ans avant qu'un homme adulte ait une dépendance à l'alcool. La dépendance à d'autres drogues survient plus rapidement. Il peut s'écouler de 8 à 10 ans avant qu'une femme adulte ait une dépendance à l'alcool. La dépendance à d'autres drogues survient plus rapidement. Chaque personne est différente. Par conséquent, l'âge actuel qu'une personne devient dépendante peut être différent de celui de son groupe d'âge. Les substances sont solubles dans l'eau ou dans les graisses. L'alcool et la cocaïne sont solubles dans l'eau, ce qui signifie qu'ils sont éliminés par la sueur et l'urine. Les drogues solubles dans les graisses s'accumulent dans les tissus adipeux et, comme c'est le cas pour la marijuana, restent dans le corps plus longtemps. Comme les femmes ont plus de tissus adipeux que les hommes, ces drogues restent plus longtemps dans leur corps. Il faut donc une quantité moindre pour l'endommager. L'accumulation du THC, le cannabis, dans les graisses est la plus élevée dans le cerveau, ce qui peut causer des problèmes de mémoire et d'élocution avec le temps. Traumatisme. Des recherches et la pratique clinique révèlent qu'il y a un lien entre les traumatismes et l'abus de substances. La plupart des clients qui reçoivent des services de traitement ont subi un traumatisme, généralement pendant l'enfance. Des recherches commencent à démontrer qu'il y a un lien entre ces expériences vécues pendant l'enfance et le neurodéveloppement. En effet, les expériences vécues pendant l'enfance et l'adolescence peuvent avoir un effet sur la structure et le fonctionnement du cerveau, ce qui peut rendre la personne plus vulnérable à une dépendance. Les effets physiques de la dépendance à une substance chimique. Nous allons maintenant donner des exemples des effets physiques de la dépendance à une substance chimique. Anxiété, stimulant égale accélération. Effet de rebond. L'effet de rebond comprend les symptômes de sevrage qui, généralement, produisent l'effet contraire de celui de la drogue consommée. Plus la période de consommation est longue, plus l'effet de rebond est intense et plus les cycles sont fréquents. Lorsque les effets de la drogue s'estompent, il n'y a pas de retour à un état stable. Au contraire, l'instabilité s'accroît. C'est ce qu'on appelle l'effet de rebond. Homéostase. Les neurotransmetteurs ou les substances chimiques du cerveau assurent la stabilité. L'homéostase est l'état d'équilibre de ces substances. Un exemple, les dépresseurs. Les dépresseurs nuisent à cette stabilité et ralentissent les fonctions physiques et mentales. Selon le type de dépresseur, les symptômes de sevrage peuvent comprendre l'anxiété, l'agitation, la douleur, les malaises, les tremblements, les vomissements, etc. Le cerveau s'efforce de maintenir l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostase. Les drogues psychotropes affectent le système nerveux central. Les stimulants accroissent le sentiment de bien-être. Les dépresseurs, quant à eux, procurent une paix et un calme euphorique. Enfin, les hallucinogènes modifient la perception du monde qui nous entoure, nos émotions et le fonctionnement du cerveau. Type de drogue. Pour les stimulants, on a la cocaïne, le crack, amphétamine, speed, ritaline, caféine et sucre. Sous dépresseurs, on retrouve l'alcool, marijuana, stupéfiants, benzodiazépines et barbituriques. Et sous hallucinogènes, on retrouve l'ecstasy, les champignons, l'acide, mescaline, LSD et marijuana. Méthode de consommation. La méthode de consommation accroît le risque de dépendance. Il y a 5 méthodes de consommation. Les suppositoires ne sont pas une méthode courante d'abus de drogue, mais nous tenons à la porter à votre attention. Intraveineuse. L'injection de drogue est la façon la plus rapide de ressentir l'euphorie, car elle permet d'envoyer la drogue directement dans les vaisseaux sanguins. L'euphorie se manifeste dans les 3 à 5 secondes. Ainsi, la drogue est envoyée directement dans le cerveau et évite les mécanismes de défense naturels du corps, comme l'appareil digestif.
Renifler. Certaines personnes reniflent des drogues comme l'ecstasy, la cocaïne, l'héroïne et les amphétamines. La drogue entre dans les vaisseaux sanguins par la muqueuse nasale et par l'estomac. Ces effets se font sentir en 15 minutes tout ou plus. Ingérer ou avaler. La plupart des personnes qui prennent des drogues les ingèrent ou les avalent, c'est-à-dire qu'elles prennent par la bouche. La drogue passe alors dans l'estomac puis dans les vaisseaux sanguins. Il s'agit d'une des méthodes d'abus de drogue les plus sûres car elle laisse le temps au corps d'absorber la drogue. Inhaler et fumer. Cette méthode permet d'absorber la drogue un peu plus rapidement qu'en l'avalant, car la fumée entre dans les poumons puis pénètre rapidement dans les vaisseaux sanguins. Les drogues que l'on fume le plus souvent sont la marijuana, l'héroïne, le crack et l'opium. L'impact émotionnel sur la famille. La société et les médias véhiculent un message positif au sujet de la consommation d'alcool, qu'ils présentent comme une activité amusante, sexy et acceptable. Toutefois, le message véhiculé au sujet des alcooliques est tout autre. Ces personnes sont présentées comme des bons à rien, qui sont imparfaits et qui devraient se sentir coupables et avoir honte parce qu'ils consomment de l'alcool. Les personnes qui prennent des substances essaient de maîtriser leur consommation et de prendre un arrangement avec elles-mêmes. Mais les symptômes clés est la perte de contrôle, malgré les bonnes intentions. Vous vous souviendrez que cela est dû à la séance dont nous avons discuté plus tôt. En raison de l'effet de la consommation sur le mésencéphale et le lobe frontal, les personnes qui prennent des substances ont de la difficulté à trouver une explication logique à leur comportement, ce qui les amène souvent à faire des mauvais choix. La liste suivante illustre le bouleversement affectif causé par la personne qui abuse d'une substance et son mur défensif. Selon vous, comment cette personne se sent-elle? Appuyez sur la touche pause pour répondre à cette question en quelques mots, puis appuyez sur la touche play pour continuer et comparer vos réponses à celles fournies sur la liste. La personne commence à avoir peur, à être confuse, à douter d'elle-même, à avoir honte, à se sentir coupable, à éprouver des remords, à être désespérée, à se sentir impuissante et à se détester. Pour composer avec ces sentiments, elle se tourne d'abord et avant tout vers les drogues. Elle cache ses sentiments par crainte de devoir mettre fin à sa consommation, ce qui lui fait très peur. De plus, comment la personne se comporte-t-elle? Encore, appuyez sur la touche pause pour répondre à cette question en quelques mots, puis appuyez sur la touche play pour continuer et comparer vos réponses à celles fournies dans la vidéo. La personne crée un mur défensif en adoptant d'autres stratégies d'adaptation comme la violence verbale et physique, les mensonges, la manipulation, évitement, l'isolement, le déni, le blâme, la minimisation du problème, la justification et la rationalisation. Impact sur la famille. Nous allons maintenant nous pencher sur l'impact de la dépendance sur la famille et les êtres chers. Nous discuterons des moyens d'aider une personne ayant une dépendance à une substance chimique et d'un concept tout aussi important, prendre soin de soi. Le concept du détachement. La dépendance à une substance chimique s'inscrit dans le concept diviser pour mieux régner. Les membres de la famille jouent chacun des rôles différents et la discorde s'installe dans la famille. Ils ont chacun leur point de vue quant à la meilleure façon de faire face à la situation. Les membres de la famille et les êtres chers échangent leurs rôles et se retrouvent souvent dans un cercle vicieux. La prochaine diapo présente l'effet du triangle qui illustre cette situation. Concept du détachement, le triangle. Le premier rôle est celui du sauvateur ou facilitateur. Le désir de sauver la personne ayant une dépendance à une substance chimique est issu de bonnes intentions.
mais se transforme graduellement en acte de désespoir. Au début, on croit sincèrement pouvoir aider la personne à régler tous ses problèmes. Toutefois, si cette personne n'est pas prête à changer, on finit par l'aider à maintenir son comportement négatif. La facilitation peut être considérée comme l'élimination de conséquences naturelles du comportement. C'est le facilitateur qui subit les effets du comportement de la personne ayant une dépendance à une substance chimique et non la personne ayant causé les effets négatifs. En général, le facilitateur finit par assumer les responsabilités de la personne. Exemple de sauvetage ou de facilitation. Réparer un article endommagé par la personne ayant une dépendance à une substance chimique, mentir pour protéger la personne, assumer ses engagements, payer sa caution pour qu'elle puisse sortir de prison, nettoyer ses dégâts, payer ses amendes ou ses dettes, lui donner de l'argent, faire des choses pour elle qu'elle pourrait faire pour elle-même. En sauvant la personne ou en lui facilitant les choses, on l'empêche de subir les conséquences de ses gestes ou de faire des choses qu'elle pourrait faire elle-même. On l'empêche également de devenir prête à consulter des professionnels pouvant l'aider à régler son problème de dépendance à une substance chimique. Voici des exemples de raisons pour lesquelles on continue de sauver la personne ou de lui faciliter les choses. Peur de ce qui arrivera si on ne l'aide pas la personne, pitié, sentiment de culpabilité si on n'aide pas la personne ou si on ne fait pas ce qu'elle veut, sentiment de culpabilité causé par quelque chose qu'on lui a dit ou qu'on a fait, sentiment de culpabilité parce qu'on croit avoir causé la situation dans laquelle elle se trouve, valeurs et croyances personnelles, épuisement physique et émotionnel. Avec le temps, le ressentiment et la frustration s'accroissent parce que la personne n'apporte pas les changements espérés ou attendus. Le facilitateur est physiquement et émotionnellement crevé et la personne ayant une dépendance à une substance chimique fait comme si de rien n'était ou la situation s'aggrave. Cette personne finit par s'attendre à ce que le facilitateur continue de réparer les pots cassés. Cela nous amène au deuxième rôle présenté dans le triangle, celui du percusseur. La colère monte parce que la personne ayant une dépendance ne change pas et est de plus en plus exigeante envers le facilitateur. En désespoir de cause, le facilitateur en vient à persécuter la personne ayant une dépendance à une substance chimique. Il peut commencer à la rabaisser, à la blâmer, à crier après elle, à l'accuser, à lui donner des ultimatums, à être violent envers elle, etc. Le troisième rôle présenté dans le triangle est celui du victime. Lorsqu'une personne tente en vain de sauver quelqu'un qui a une dépendance, elle peut se sentir dépassée par la situation et blessée, et avoir l'impression qu'on profite d'elle. Elle peut alors en arriver à jouer le rôle de victime. Elle peut également avoir l'impression qu'elle ne suffit pas à la tâche et que la personne ayant une dépendance ne l'aime pas et la persécute. Elle peut se mettre à pleurer, être désespérée, se sentir seule et isolée et mettre sa vie en attente. Elle est incapable de s'occuper d'autres membres de sa famille. Elle est incapable de concentrer sur son travail. Elle peut essayer d'utiliser son rôle de victime pour tenter de convaincre la personne ayant une dépendance d'arrêter de prendre la substance chimique. Si elle n'y parvient pas, le cycle continue. À mesure que la consommation d'alcool ou de drogue progresse, les parents et les autres membres de famille se retrouvent dans une situation chaotique. Tous les membres de la famille et même d'autres personnes risquent de plonger dans le triangle. La plupart des personnes sont prises dans un tourbillon d'émotions ou ont l'impression de marcher sur des œufs. Dans bien des cas, les parents jouent un rôle différent. Un d'entre eux tente de sauver la personne ayant une dépendance et l'autre prend sa distance ou blâme sa personne. À ce stade, les conflits sont courants et les rôles changent.
souvent au sein du couple. Le chaos du triangle peut causer la frustration ainsi qu'un épuisement physique et émotionnel. La famille est emportée par la spirale de la personne ayant une dépendance à une substance chimique. Essayer de sauver une personne ayant une dépendance à une substance chimique, c'est faire des choses pour elle qu'elle pourrait faire pour elle-même. Si un parent vient toujours à la rescousse de son enfant sans succès, il peut se mettre en colère et alterner entre le rôle de sauveteur et celui de persécuteur. Ou encore, il peut se sentir dépassé par la situation, blessé et jouer le rôle de victime. Il n'est pas facile de briser le cycle du triangle, mais cela doit être fait. Il faut cesser de se concentrer sur la personne ayant une dépendance à une substance chimique. Il est bon de soutenir la personne, mais il ne faut pas faire les choses pour elle, ni assumer ses responsabilités ou les conséquences de ses actes. Croyances et principes erronés qui sont courants et renforcent le cycle. La personne peut simplement arrêter de prendre la drogue. Elle ne le peut pas, sinon elle l'aurait déjà fait. Tel que mentionné précédemment, en raison de la science, le cerveau croit que la substance est essentielle à la survie. De plus, la partie du cerveau responsable de la raison cesse de fonctionner. En facilitant des choses pour la personne, on lui permet de maintenir le comportement négatif. On lui permet de subir les conséquences de ses actes. Vous devenez le cerveau externe de la personne, cette partie du cerveau qui détermine la cause et l'effet et emmène la personne à régler les problèmes. Si vous réparez constamment les pots cassés, la personne ne se rend pas compte des répercussions de ses choix et ne fait pas le lien entre la cause et l'effet en vue de trouver une solution. La famille ou les parents sont responsables du comportement de l'être cher. Les adultes sont responsables de leur comportement et doivent assumer les conséquences de leurs choix. À l'adolescence, la personne assume davantage la responsabilité de ses choix. Vous avez encore votre mot à dire, mais en bout de ligne, l'adolescent doit assumer la responsabilité de ses actes. Les membres de la famille doivent éliminer la douleur que ressent la personne. La société nous dit que nous devrons éviter la douleur. En fait, il faut éprouver de la douleur pour apprendre à ne pas poser le même geste ou pour nous rendre compte que nous devons agir pour nous sentir mieux. Il est difficile d'être témoin de la douleur et de la souffrance d'une personne, mais celle-ci doit les surmonter pour se rétablir. Allez-vous souffrir pendant une brève période en laissant la personne éprouver de la douleur ou être misérable pendant longtemps en prenant son fardeau sur vos épaules? Ce qui ne fait que retarder le moment où la personne prendra conscience de son problème de dépendance à une substance chimique. Il n'est pas garanti que la personne ayant une dépendance s'en remettra malgré toute l'aide qu'elle reçoit de vous. Cela dit, un grand nombre de personnes se rétablissent et améliorent leur vie. Que devrez-vous faire? Vous devez changer la dynamique. Vous pouvez contrôler le milieu familial et faire de la sécurité une priorité. Il faut trouver un juste équilibre entre le soutien et les limites. Accorder son soutien ne signifie pas faciliter les choses pour la personne, mais plutôt l'aider à se rendre compte qu'elle doit modifier son comportement. En établissant des limites, vous assurez la sécurité de tout et ne vous laisserez pas emporter par la folie de la situation. Les victimes ont l'habitude d'être dans le milieu où elles n'assument pas leurs responsabilités. Elles croient que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Or, elles sont responsables de leur vie. La seule vie que nous pouvons contrôler est la nôtre. Personne ne peut exercer un contrôle sur nous à moins que nous le laissons faire.
Lorsque vous cesserez de jouer le rôle prévu dans le triangle, la personne vous en voudra et pourrait vous dire des choses comme tu es une mère ou une épouse terrible. Comment peux-tu faire ça à ton enfant? Tu ne m'aimes pas, tu m'as jamais aimé, c'est de ta faute, tu es méchant, méchante, je vais te quitter à jamais, etc. Les comportements négatifs pourraient s'aggraver. Les choses pourraient empirer avant qu'elles s'améliorent. La personne essaiera de vous faire peur. Elle sait comment vous ébranler et n'hésitera pas à le faire. Préjugés et croyances fondamentales. Les parents croient sincèrement que s'ils ont élevé leur enfant correctement, celui-ci n'aura pas de dépendance à une substance chimique. Ce n'est pas le cas. Un grand nombre de personnes qui ont très bien élevé leur enfant découvrent que leur fils ou leur fille a une dépendance à une substance chimique. Personne n'est à l'abri. La dépendance peut frapper les médecins, les infirmières, les politiciens, les gens de métier, les vendeurs, bref, tout le monde. Les préjugés entourant la dépendance sont un des plus gros obstacles au traitement. Ces préjugés sont si répandus qu'un grand nombre de personnes hésitent à demander de l'aide pour un être cher ou pour elles-mêmes parce qu'elles craignent d'être victimes de discrimination, parce qu'elles ont honte et se sentent nulles, parce qu'elles sont dans l'embarras ou parce qu'elles craignent être jugées. Cela se produit trop souvent et ne fait que détruire la famille. En raison des préjugés sociaux, un grand nombre de personnes estiment que la dépendance à une substance est un signe de faiblesse morale. La honte qu'elles éprouvent les empêche de se faire traiter. Les préjugés entourant la dépendance peuvent avoir des conséquences mortelles. Certaines personnes ayant une dépendance et leur famille ont peur de demander de l'aide et décident de cacher la dépendance. Les préjugés entourant la dépendance font en sorte que certaines personnes ayant une dépendance et leur famille intériorisent son impact, ressentent une honte et une culpabilité profonde en tentant d'ignorer ses effets. Les personnes ayant une dépendance et leur famille commencent à accepter l'idée qu'elles ont causé la dépendance et sont trop faibles pour y remédier. Dans bien des cas, les efforts déployés pour cacher la dépendance causent un stress qui crée des problèmes médicaux et sociaux pour la personne et sa famille. Dépendance à une substance chimique. Comment elle devient une maladie qui touche toute la famille. Tolérance, membre de la famille. Vous tolérez un comportement que vous auriez considéré comme insupportable auparavant. C'est de cette façon que la famille compose avec la situation. Elle la rationalise, l'ignore, laisse faire, elle est trop fatiguée pour se battre, elle résiste de moins en moins, elle continue d'abaisser la barre. Tolérance. Devoir accroître la quantité de drogue consommée pour ressentir les mêmes effets. Selon le DSM-4, la tolérance est définie comme suit. Nécessité d'accroître sensiblement la quantité de la substance prise pour ressentir l'ivresse ou l'effet souhaité. Et B, si la quantité de la substance prise demeure la même, son effet sera réduit sensiblement. Le refus de discuter du problème. Les membres de la famille refusent de dire ce qu'ils pensent des gestes posés par la personne ayant une dépendance à une substance chimique et cette personne veut qu'on la laisse tranquille. C'est le gros problème dont personne n'ose parler. Les sentiments. La personne ayant une dépendance prend une substance pour composer avec ses sentiments et sa douleur. Les membres de la famille s'efforcent d'ignorer ce qu'ils ressentent et se tentent très occupés, en assumant des responsabilités supplémentaires, en mangeant trop ou en se mettant en colère dans d'autres situations. Un exemple, c'est la rage au volant.
Responsabilité. La personne ayant une dépendance à une substance chimique ne s'acquitte pas de ses responsabilités. Elle pense uniquement à se procurer et consommer la substance. Les membres de la famille assument la responsabilité de cette personne. Contrôle. La personne ayant une dépendance à une substance chimique essaie de maîtriser sa consommation en prenant un arrangement avec elle-même et d'autres personnes, mais ne peut pas arrêter de prendre la substance. Les membres de la famille essayent de la contrôler. Ils cherchent où la personne garde les drogues, vérifient ses courriels et ses messages sur les médias sociaux, lui demandent constamment où elle va, etc. Ils doivent cesser d'agir en cachette et établir des limites claires. Par exemple, si je trouve l'alcool ou des drogues dans la maison, je les jette. Ou je ferai des fouilles au hasard dans ta chambre et ailleurs dans la maison. Valeurs. Tant la personne ayant une dépendance à une substance chimique que sa famille font des compris en ce qui concerne leurs valeurs. Vous ne devez pas oublier que vous devez assurer la sécurité des jeunes enfants à la maison. Isolement. Vous vous sentez tous isolés en raison de préjugés associés à la maladie. Vous devez trouver des personnes qui pourront vous soutenir sans porter de jugement. Vous pouvez avoir recours aux services communautaires, aux groupes d'entraide et aux services pastoraux. Centre d'attention. La personne ayant une dépendance à une substance chimique ne pense qu'à la drogue et les membres de la famille ne pensent qu'à cette personne. La vie normale est interrompue en raison des problèmes causés par la personne ayant une dépendance. Problèmes physiques et émotionnels. La situation est chaotique et tout le monde en souffre. Crise spirituelle. La personne ayant une dépendance à une substance chimique est prise dans un cercle vicieux. Elle prend la substance pour soulager la douleur, se sent coupable et honte de sa consommation et continue de prendre la substance pour soulager cette douleur. Elle perd espoir et ne sait plus quoi faire. Les membres de la famille s'épuisent et deviennent frustrés et désespérés parce qu'eux non plus ne savent pas quoi faire. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Il ne faut pas désespérer car par votre présence, vous intervenez. Nous allons maintenant nous pencher sur les façons de mettre fin au chaos du triangle et de reprendre le contrôle de notre vie. Sortir du triangle. Vous devez vous détacher de la situation. Dans la vie, nous sommes toujours en train de nous détacher et de nous rétablir. Lorsque nous prendrons notre emploi, nous en trouvons un autre. Nous achetons une maison, puis la vendons et déménageons. Nous nous faisons des amis et parfois nous mettons fin à cette amitié. Ce processus est constant. Se détacher de la personne ayant une dépendance à une substance chimique ne signifie pas de couper les liens avec elle ou ne plus éprouver de sentiments envers elle, mais plutôt adopter une attitude neutre afin d'assurer notre bien-être physique et affectif. Pour ce faire, il peut être nécessaire de demander de l'aide en raison des sentiments que nous éprouvons dans cette situation comme la peur, la déception, la tristesse, etc. Vous devez trouver un moyen de composer avec ces sentiments en toute sécurité et vous donner la permission de vivre ouvertement des expériences communes avec d'autres personnes. Ne vous laissez plus arrêter par les mécanismes de défense de la personne. Il s'agit d'un mur défensif dont nous avons parlé précédemment, soit la manipulation, les mensonges et tous les comportements que nous avons décrits. Vous devez apprendre à ne pas vous laisser prendre au jeu. Ne vous mettez pas en colère et résistez au sentiment de culpabilité que la personne tente de susciter en vous. Il faut un certain temps pour y parvenir. Ne vous en voulez pas trop si vous faites une erreur. Il est normal de commettre des erreurs quand on apprend. Considérez les gestes et les propos de la personne comme un mécanisme défensif et non comme une attaque personnelle. Il vous sera ainsi plus facile de ne pas vous laisser prendre jeu la prochaine fois.
Comme vous modifierez vos réactions, la personne réagira différemment, elle aussi. Vous devez apprendre à quitter les lieux sans rien dire. Vous ne pourriez pas raisonner avec la personne. Si elle vient de prendre la drogue, elle ne sera pas consciente de vos sentiments et ne pourra pas changer son comportement sans obtenir de l'aide. Utilisez toutes les techniques dont nous avons parlé ce soir pour sortir du triangle. Si la personne est agressive, vous devrez peut-être appeler la police. Ne vous préoccupez plus du résultat final, vos attentes. Vous serez tout simplement déçu et ne ferez qu'intensifier le chaos du triangle. Vous ne pouvez pas forcer la personne à agir contre son gré. Reconnaissez honnêtement les effets de ses comportements sur vous. Dites-lui clairement ce que vous ressentez. Ne modifiez pas vos attentes ni les conséquences que vous avez prévues. Il est inutile d'argumenter avec la personne car elle ne vous écouterait pas. Fixez des limites et déterminez ce que vous ferez si la personne ne les respecte pas. Fixez des limites que vous serez capable de faire respecter et aller jusqu'au bout. Si vous ne faites pas respecter les limites, la personne se rendra compte que vous ne prenez pas la situation au sérieux. Vous devez être clair et cohérent. Il n'est pas toujours nécessaire que la conséquence ultime des gestes posés par la personne soit son expulsion de la maison, surtout si vous savez que vous n'iriez pas jusque-là. Ayez recours aux options qui s'offrent à vous, des séances de counseling et de thérapie individuelle et en groupe, ou des groupes d'entraide communs comme Al-Anon. Faites le point sur vos propres problèmes. Comment réagissons-nous? Pourquoi nous laissons-nous prendre au jeu? Est-ce que les comportements de la personne réveillent des expériences pénibles en nous? Bref, pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Mes réactions sont-elles causées par mes sentiments? Comment est-ce que je perçois la situation? Puis-je apporter des changements personnels? Il faut déployer les efforts énormes pour sortir du triangle. Vous ne faites que commencer. Continuez d'apprendre et de faire l'essai des nouvelles stratégies et utilisez celles qui s'avèrent efficaces. Levier et soutien. Vous pouvez également avoir recours au levier. Un levier est un moyen d'amener la personne ayant une dépendance à une substance chimique à subir les conséquences de ses choix et de ses comportements, tout en se dotant d'un cercle de soutien. Les leviers peuvent comprendre la police, les traitements, les conséquences et la décision de ne plus donner de l'argent à la personne. Vous pouvez également avoir recours au renforcement positif. Vous n'hésitez pas à dire à la personne tout ce qu'elle fait de mal, mais vous ne lui dites pas toujours ce qu'elle fait de bien. Renseignez-vous sur la dépendance et son traitement. Vous serez ainsi prêt à soutenir la personne lorsqu'elle décidera d'apporter des changements et vous comprenez mieux ce qu'elle vit. Les leviers et soutiens dépendent de votre situation. Vous devez apprendre à sortir du triangle et vous ferez des erreurs. Vous ne changerez pas les choses du jour au lendemain et devez utiliser des stratégies d'adaptation pour y parvenir. Des documents d'information sur les stratégies d'adaptation sont disponibles sur demande. Pour se détacher de la situation, les membres de la famille doivent ne plus se laisser arrêter par les mécanismes de défense de la personne et ne plus se préoccuper des résultats finaux et ne pas modifier leurs attentes. Vous pouvez utiliser les stratégies suivantes pour vous aider à détacher de la situation. Reconnaissez que vos sentiments sont valides et que vous avez le droit de faire ce qui est nécessaire pour vous-même et votre famille. Fiez-vous à votre instinct et faites ce qui vous convient le mieux à vous et à votre famille. Vous avez le droit d'être en sécurité chez vous.
Les comportements de la personne ayant une dépendance à une substance chimique ont des conséquences négatives. Vous ne faites pas de tort à cette personne. Parlez de vos sentiments et demandez de l'aide. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Par exemple, je n'ai plus de confiance en toi. Prenez soin de vous-même. Ce n'est pas facultatif, c'est indispensable. Vous ne pourrez pas aider la personne si vous vivez des moments difficiles. Les problèmes vous sembleront plus graves et impossibles à régler si vous êtes épuisé physiquement et mentalement. Présentez les moyens suggérés dans le document d'information pour prendre soin de soi. Soulignez le fait qu'une solution qui est efficace pour une personne ne le sera pas nécessairement pour une autre personne. Insistez sur le fait qu'il faut être prêt à essayer de nouvelles choses. Reprenez votre vie en main. Abandonnez l'idée que vous pouvez amener la personne à changer son comportement. Occupez-vous de vous-même et mettez l'accent sur ce que vous pouvez changer. Motivez la personne en établissant des limites et en lui disant quelles seront les conséquences de ses gestes et en communiquant avec elle. Communiquez avec la personne de façon ferme, mais non agressive. Par exemple, vous pouvez lui dire « Je me sens », émotion, « quand tu », comportement, « parce que », raison, « je veux que tu », comportement que vous voulez que la personne adopte. Discutez de l'importance de poursuivre jusqu'au bout. Amenez la personne à se poser des questions comme « Je me demande si ma consommation de marijuana a fait en sorte que j'ai pas été choisi pour l'équipe de hockey. » La persévérance porte fruit. Pour obtenir plus de renseignements sur les possibilités de traitement pour les soignants et leur être cher, veuillez composer le 1-844-361-6363 ou le 613-361-6363. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour les familles préparée par l'hôpital communautaire de Cornwall. Nous espérons qu'elle vous a été utile.